Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer notre premier chapitre en droit, à savoir l'introduction au droit. Donc, dans la partie précédente, on a mis l'accent sur la définition du terme droit. On a distingué entre deux types de droit, le droit objectif et le droit subjectif. Et aussi, on a mis l'accent sur les principales caractéristiques de la règle du droit. Dans cette vidéo, on va mettre l'accent sur notre deuxième grande partie, à savoir les sources du droit objectif ou d'où proviennent plutôt les différentes règles du droit. Donc, comme ce que vous avez sur le document, on a trois principales catégories de sources du droit. Il y a des sources traditionnelles, il y a des sources modernes, puis il y a des sources interprétatives. D'accord? On commence avec les sources traditionnelles. Il s'agit essentiellement de deux sources, la religion et la coutume. La question ici, comment ces sources peuvent participer à la création des règles du droit. Et on commence avec la religion. La première des choses à retenir, c'est que la religion ne représente pas une source de droit pour tous les États ou pour tous les pays. Donc, la religion, c'est une principale source du droit uniquement, ou là, essentiellement pour les États religieux. Autrement dit, les États qui ne sont pas laïques, en quelque sorte. Donc, un État religieux, le contraire de ce terme-là, ou de cette notion, c'est un État laïque. Et il manie. D'accord? Alors, si je prends le cas du Maroc, qui a un État purement religieux, bien évidemment, et dans la Constitution, on considère l'islam comme la religion de base ou bien principale. Alors, pour le Maroc, par exemple, il y a plusieurs sources du droit, plusieurs règles du droit, plutôt, qui sont tirées de l'islam. D'accord? Par exemple, les règles de l'héritage ou bien la répartition de l'héritage. Donc, les règles de cette répartition-là, ils sont déjà instaurés dans la loi, mais ils sont tirés d'où? Ils sont tirés de la religion. Si je prends aussi tout ce qui a une relation avec le mariage, tout ce qui a une relation avec le divorce et ainsi de suite. D'accord? Donc, la religion, c'est parmi les principales sources du droit, mais uniquement, il faut faire attention, uniquement pour les États religieux. Alors, la deuxième source du droit, la deuxième source traditionnelle du droit, c'est la coutume. La coutume, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de règles du droit, bien sûr, mais ces règles qui sont appelées la coutume, ce sont des règles, ou là plutôt un ensemble de pratiques, mais pas n'importe quelle pratique. C'est une pratique qui doit être caractérisée par trois éléments, par trois caractéristiques pour être considérée comme une règle du droit et une coutume. Donc, les pratiques, il doit être la première chose ancienne, d'accord? La deuxième chose, répétitive, donc des pratiques anciennes, répétitives, je vais expliquer par la suite. Et surtout, ils doivent être reconnus, ces pratiques, par tous les citoyens. Alors là, partout, les sujets. Je donne un exemple pour bien comprendre ça et revenir à l'explication de ces trois caractéristiques. L'une des coutumes les plus utilisées, c'est le fait de donner le nom de famille du père au
enfants. Donc, tous les enfants dans une famille, ils prennent le nom de leur père et non pas le nom de leur mère. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est une source du droit. Oui, peut-être. Mais est-ce que ça émane de la religion? Non. Est-ce que ça émane, je ne sais pas, d'une loi internationale? Non. Mais c'est plutôt parce que nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres l'ont utilisé. C'est pour cette raison qu'on l'utilise toujours. Donc, le fait d'utiliser ou bien d'attribuer le nom de famille du père aux enfants et non pas le nom de famille de la mère, c'est une pratique que nos ancêtres ont utilisée, donc c'est une pratique ancienne que nous utilisons toujours, donc elle est toujours répétitive. C'est pas parce que nos ancêtres l'ont utilisée, on ne l'utilise pas, donc ça va être une coutume. Non, les ancêtres l'ont utilisée et nous, on doit toujours les utiliser, les pratiques. Et surtout, il doit être accepté par tout le monde, reconnu par tout le monde. Reconnu ou bien accepté. C'est bon? Et donc, ça, c'est la coutume. Maintenant, on va passer aux sources les plus importantes, les plus utilisées dans presque tous les pays, à savoir les sources modernes. Donc, on a essentiellement comme source, surtout la Constitution, puis les lois, c'est dans cet ordre. Les décrets, puis les arrêtés. Quelle est la différence et la définition de chacune de ces sources? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première chose à retenir au niveau de la Constitution, c'est qu'il est aussi qualifié comme étant, il y a plusieurs qualifications, comme étant la loi suprême. Même si moi, je n'aime pas utiliser ce terme loi, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, c'est la loi suprême ou bien c'est la loi des lois. Je vais expliquer. Mais bon, avant, bien sûr, la Constitution, la traduction en arabe, bien sa traduction en arabe, c'est ad-Dustur. Donc, la Constitution, il est qualifié comme la loi suprême, la loi des lois. Et donc, c'est la source principale de toutes les règles du droit. D'accord? La source principale, et donc c'est la référence. J'explique. Donc, on a dit la Constitution, c'est la référence. La référence par rapport à quoi? La référence de quoi? La référence lors de l'établissement, je m'excuse, donc l'établissement des autres lois. D'accord? Je donne un exemple pour bien comprendre. Alors, donc, supposons, ou bien, par exemple, au niveau de la constitution d'un pays, notamment le Maroc, il y a un principe fondateur. C'est le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, il ne faut pas avoir une certaine discrimination. Donc, pas de discrimination. Entre les hommes et les femmes. C'est bon? Donc, c'est parmi les principes fondateurs de la Constitution marocaine. Supposons par la suite que au Maroc, on a institué une loi quelconque. Cette loi, elle dit que, par exemple, l'homme peut, ou là, doit être payé plus que la femme au niveau du salaire, par exemple. La question qui se pose,
est-ce que cette loi est valable? D'accord? Donc, est-ce que cette loi est valable? Bien évidemment, on a dit que la Constitution, c'est la référence. La référence est donc toutes les règles du droit doivent respecter la Constitution. Donc, si je reviens à mon exemple, le principe de la Constitution, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. La loi qui a été édictée, il dit que l'homme, il doit être mieux payé que la femme. Donc, il y a une certaine discrimination. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette loi ne respecte pas la Constitution. Donc, le résultat, donc la suite de notre exemple, c'est que la loi, les tout à l'heure, sera annulée. Pourquoi? Il ne sera pas mis en place, il ne sera pas appliqué. Pourquoi? Car elle ne respecte pas la Constitution. D'accord? Il ne respecte pas la Constitution, il sera annulé. Et donc, on dit que c'est une loi qui est anti-constitutionnelle. C'est bon? Donc, toutes les lois, toutes les règles du droit doivent être établies en respectant la Constitution parce que c'est la référence, c'est la base, c'est la loi des lois. D'accord? Ça, c'est le premier rôle de la Constitution. Mais l'importance de la Constitution dépasse largement ce rôle. Et donc, le deuxième rôle de la Constitution dans la majorité des pays, c'est quoi? C'est essentiellement la répartition des pouvoirs. J'explique. Donc, dans n'importe quelle constitution, bien en principe dans toutes les constitutions au monde, notamment celle marocaine, on trouve la répartition des pouvoirs. Ça veut dire que la constitution, il nous dit, voilà, on a ces pouvoirs. Bah, si je prends le cas du Maroc, on va avoir 4 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir attribué au roi. D'ailleurs, ça sera cette répartition de pouvoir, ça va faire l'objet des prochains chapitres, Inch'Allah, surtout le 2e et le 3e chapitre. Donc, il va dire que voilà, on a des pouvoirs attribués au roi. On a des pouvoirs attribués au Parlement. On a des pouvoirs attribués au gouvernement. Et on a des pouvoirs attribués à la justice. D'accord? Parmi les pouvoirs attribués au roi, on va voir ça en détail dans le chapitre prochain, Inch'Allah. Donc, parmi les pouvoirs attribués au roi, c'est le côté militaire et le côté religion, bien religieux. Donc, le volet militaire et le volet de la religion. Je vais expliquer par la suite ces deux pouvoirs. Il y a d'autres pouvoirs, bien sûr, mais ce sont les deux principaux pouvoirs. Donc, militaire, c'est le chef suprême des forces armées royales. Religieux, c'est Amir al-Mu'minin, bien évidemment. D'accord? Alors, le Parlement, son principal rôle, ou bien, voilà, son principal rôle, c'est essentiellement édicter des lois. Bien sûr, il y a d'autres rôles, mais c'est essentiellement ça. Et le gouvernement, c'est le Parlement, il édicte des lois et le gouvernement, il va appliquer les lois. Et bien sûr, il peut édicter des lois, mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant. Et la justice, c'est bien évidemment, c'est trancher dans
les conflits, essentiellement. Et donc, c'est l'utilisation de la loi. À cet effet, on dit que Sa Majesté le Roi, il a un pouvoir militaire et religieux. D'accord? C'est notre premier pouvoir. Le Parlement édicté des lois, donc, il est appelé le pouvoir législatif. Édicter des lois. C'est bon? Créer des lois. Le gouvernement, puisqu'il applique ces lois, donc il détient un pouvoir exécutif parce qu'il va exécuter ces lois. Et la justice, c'est essentiellement, il est appelé le pouvoir judiciaire. Donc, qui dit que Sa Majesté le Roi, il a ses pouvoirs, le Parlement, il a ses pouvoirs et ainsi de suite. C'est la Constitution. D'accord? D'où le rôle principal de la Constitution, à savoir la répartition des pouvoirs sur les différentes institutions. Donc, pour résumer, on peut dire que la Constitution, c'est la base de toute règle du droit parce que c'est la loi des lois. Pourquoi c'est la loi des lois? Parce qu'il a un double rôle. En premier, c'est la référence à toute loi ou bien à toutes les règles du droit. Si ces règles du droit ne respectent pas la Constitution, elles seront considérées comme anticonstitutionnelles ou bien même il y a des personnes qui disent que c'est inconstitutionnel. Et aussi, c'est la Constitution qui va édicter la manière avec laquelle il y aura une certaine répartition des pouvoirs. Donc, après avoir traité la Constitution, maintenant, on va passer aux lois. En ce qui concerne la loi, donc comment on peut la définir? C'est un ensemble de règles du droit qui sont édictées par qui? Édictées par le pouvoir législatif. Ça veut dire quoi le pouvoir législatif? On vient de le voir et donc c'est le Parlement. Donc lorsque je dis une règle du droit donnée par le Parlement, c'est automatiquement dire la loi. Alors que le fait de dire que la loi, c'est un ensemble de règles édictées par peut-être, je ne sais pas, par Sa Majesté ou par le gouvernement, c'est totalement erroné. D'accord? Les décrets, donc, les décrets, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de règles juridiques qui va les donner, édictées par qui? Par le gouvernement. Donc, lorsque je dis, par exemple, le chef du gouvernement, il a édicté une loi sur l'augmentation des salaires, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas dire le gouvernement, il a édicté une loi. Plutôt, il a donné naissance à un décret plutôt que loi. Parce que le terme loi, il est approprié aux règles juridiques édictées par le Parlement. Et en fin de compte, on a les arrêtés. Donc, pour les arrêtés, c'est tout simple. Il y a plusieurs types d'arrêtés. Notamment, les plus utilisés, ce sont les arrêtés ministériels. Donc, notamment les arrêtés ministériels. Donc, c'est un ensemble. Bien sûr qu'il y a d'autres types d'arrêtés, mais bon, c'est le cas qu'on va utiliser le plus. Donc, c'est un ensemble de règles, de droits, bien sûr, édictés par qui? Par les ministres. Donc, si on dit une loi qui a été dictée par le ministre de l'Éducation nationale constituant peut-être à reporter la rentrée scolaire pour le mois d'octobre, c'est faux. Parce que le terme loi, il est inapproprié. Il faut utiliser un arrêté.
arrêté, pas un arrêt, parce qu'on va voir la notion de l'arrêt par la suite. À ce niveau, on peut dire qu'on a terminé avec les sources modernes du droit. Maintenant, on va passer aux sources interprétatives du droit qui sont au nombre de deux, la jurisprudence et la doctrine. La jurisprudence. La jurisprudence est un cas très particulier mais très important des sources du droit objectif. Avant de l'expliquer, on va donner une petite situation problème ou bien un petit exemple. Donc, supposons qu'il y a un conflit quelconque entre la personne A et la personne B. Alors, ce conflit, il a été transmis à la justice ou bien à un tribunal quelconque. Tribunal. Le juge dans ce tribunal, il a étudié le conflit ou bien l'affaire. Donc, étude de l'affaire. Et il est sorti avec un grand constat. Soit, peut-être, pour donner une solution à ce conflit, il n'a pas trouvé de loi, donc il y a une loi qui est absente, il n'a pas de loi, il y a un conflit, mais il n'y a pas de réponse dans le droit. D'accord? Ici, c'est la première situation, c'est l'absence de loi ou bien il n'y a pas de loi. Ou bien, il y a une loi. Mais c'est une loi qui est incomplète ou bien insuffisante. Il traite cette nature de conflit, mais pas ce conflit lui-même. Donc, il n'y a pas de réponse. Ou bien, il y a une loi et il y a une réponse, mais la loi reste ambiguë. Yani, c'est une loi qui n'est pas, la loi n'est pas claire. C'est bon? Donc, un juge, il peut rencontrer ces trois situations. Quelle sera donc la solution à donner par, ou les solutions à donner par le juge? Le juge va avoir, ou là, logiquement, le juge doit choisir entre deux situations. Mais une seule situation est correcte. Donc, soit il va rejeter l'affaire, car il n'y a aucune réponse dans les lois en vigueur. C'est bon? Donc, il ne va pas étudier l'affaire. Or, le fait de ne pas étudier l'affaire va faire persister encore et encore ce conflit. Et supposons qu'il y a plusieurs types de ce conflit-là. Du même conflit, ou il y a plusieurs types de conflits qui n'ont pas de réponse dans la loi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura un grand désordre plutôt. Donc, il y aura un grand désastre même, juridique, mais aussi un grand désordre. Donc, cette solution n'est pas envisageable, en principe. La deuxième solution, c'est que le juge peut créer lui-même de sa propre réflexion, donc peut créer lui-même une réponse, ou une solution à ce conflit ou bien au dit conflit. D'accord? Automatiquement, dans cette situation, et lorsque le juge rencontre l'une de ces trois situations, et il crée lui-même une solution ou bien une réponse à la situation, ou là, au conflit, on dit qu'il va créer des règles du droit, et donc c'est la jurisprudence.
jurisprudence. D'accord? Donc, si je veux définir la notion de la jurisprudence, il faut prendre en considération trois principaux éléments. Le premier élément, c'est que la jurisprudence, c'est l'effort. Donc, c'est l'effort ou bien plutôt l'ensemble donc des décisions prises par les juges, d'accord? Donc, des décisions prises par les juges afin de donner des solutions, à un problème juridique donné. D'accord? La deuxième des choses, c'est que ce problème juridique, c'est pas n'importe quel problème. C'est pas à chaque fois que le juge rencontre une situation, il va créer des lois. Je m'excuse, il va créer des règles du droit. Il va mettre en place une jurisprudence. Loin de ça. Mais bien sûr, ce problème juridique doit correspondre à l'une de ces trois situations. À savoir, donc, les trois situations, soit on a une loi qui est absente, soit on a une loi qui est incomplète, insuffisante, soit encore on a une loi qui est non claire ou bien ambiguë. D'accord? Et la troisième chose à retenir que je n'ai pas encore dit plutôt, c'est que en plus que c'est un ensemble de décisions, bien de solutions qui correspondent à des situations, problèmes, absence de loi incomplète, ainsi de suite, mais surtout la jurisprudence est une véritable source du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution donnée, les solutions données par le juge peuvent être utilisées par, par d'autres juges. Tout simplement. Ça veut dire que si un autre juge rencontre la même situation avec presque les mêmes caractéristiques, il peut s'inspirer de cette jurisprudence et donc on dit que c'est une véritable source du droit. Donc, maintenant, on a mis l'accent sur la jurisprudence. Notre dernier point pour cette vidéo, moi, c'est la doctrine. En ce qui concerne la doctrine, avant de l'expliquer, je vais donner un petit exemple. Supposons qu'il y a un professeur universitaire qui est spécialisé, par exemple, en droit du travail. Alors, ce professeur universitaire, il a écrit un ouvrage sur, par exemple, l'importance, je dis seulement des exemples imaginaires, l'importance de la réduction du temps de travail. D'accord? Par exemple, il dit qu'il faut passer de 44 heures actuellement à, par exemple, seulement 38 heures. Et il défend l'idée, il donne des statistiques, des arguments qui sont suffisants. C'est bon?
Par la suite, l'un des membres du Parlement, d'accord, bon, une commission dans le Parlement décide d'établir ou bien d'étudier, donc étudier et établir une loi sur la réduction du temps de travail. Pour défendre ces idées et convaincre les autres membres du Parlement, on va voir convaincre pourquoi et ainsi de suite, le chapitre suivant, Inch'Allah. Donc, pour convaincre les autres membres du Parlement, il va utiliser comme référence quoi? Il va utiliser comme référence cet ouvrage, d'accord? Ouvrage de ce professeur du droit. À cet effet, l'ouvrage du professeur de droit est appelé quoi? Appelé la doctrine. Donc, si je veux définir le terme doctrine, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que c'est un ensemble de travaux intellectuels qui ont pour objectif d'interpréter des lois existantes, ou là, le droit, ou bien même de donner de nouvelles idées, comme c'est le cas qu'on vient de donner. Ce ne sont pas des règles du droit, mais ce sont des travaux intellectuels ou bien des idées qu'on donne aux membres du Parlement et qui peuvent être utilisées par la suite.